Il y a une ville au Canada. Elle s'appelle Brampton, en Ontario. En 2001, Brampton était composée à 60% d'Européens. En 2021, elle était composée à 18% d'Européens. Au cours de cette période, la population d'Asiatiques du Sud a augmenté à un taux stupéfiant de 52%. Brampton, Ontario, est l'un des exemples les plus flagrants du changement démographique du Canada. Une ville qui s'appelle Surrey, en Colombie-Britannique, a subi un changement pareil dans une période de temps pareil. La transformation ethnique du Canada est probablement la plus rapide de n'importe quel pays européen. Ce changement n'a été que négatif, mais ne me croyez pas sur parole. Entre 2016 et 2021, Brampton a perdu 6000 personnes qui étaient nées au Canada. Ça veut dire que les Canadiens du Canada qui ont vécu eux-mêmes ce changement ne l'aiment pas. Et de façon anecdotique, on voit Brampton au Canada de la même manière que l'on voit Détroit ou Baltimore en Amérique. Ceux qui croient que ce raz de marée démographique est positif sont soit des fanatiques idéologiques, soit généralement ignorants de l'accident de chariot élévateur qui est Brampton, Ontario. Quand je dis des fanatiques idéologiques, ce terme est synonyme avec notre classe dirigeante ou politique. En 2013, alors maire de Brampton, Susan Fennell, ainsi que d'autres élus, ont fait un voyage à l'ancien Rouge britannique pour faire de la publicité de la région du Grand Toronto comme une destination idéale pour les immigrés. Bon, une destination idéale pour voler des voitures et de former des gangs. Cette vidéo ne traite pas les conséquences de l'immigration de masse. Mon objectif ici est d'élucider deux choses. Premièrement, c'est comment un programme si ridicule et extrême a bien pu être mis en œuvre. Et deuxièmement, c'est pourquoi la classe dirigeante politique est capable d'imposer leur volonté sur tous les autres. Les États sont toujours gouvernés par une minorité des gens par rapport à la population générale. Dans chaque État, il y a toujours une classe qui dirige et une classe qui est dirigée. Et dans chaque État, la classe qui s'occupe de tout diriger est moins nombreuse que les dirigés. Les dirigés sont contrôlés et dirigés par les dirigeants qui le font par les moyens légaux ou non, et qui pourrait être arbitraire ou violent. En retour, les dirigés fournissent les moyens matériaux de subsistance et les instruments nécessaires pour la survie de l'État. Dans notre vie courante, nous reconnaissons tous l'existence de cette classe dirigeante. Le Parlement canadien, le mécanisme par lequel les lois sont créées, comprend 443 membres, divisés entre la Chambre des communes et le Sénat. Vous ne remarquez rien, ceux qui adoptent les lois sont toujours moins nombreux que ceux qui leur obéissent. 443 est un nombre comiquement petit, honteux et pitoyable comparé aux environ 25 millions de Canadiens qui existent et les 15 autres millions. Les affaires étrangères, la gestion des terres, la défense nationale et l'alimentation de Hermann Göring sont tous dirigés par des groupuscules qui ne reçoivent pratiquement aucun avis du public. En 2023, Mark Miller, le ministre d'immigration du Canada, a exprimé son intention d'introduire un programme qui permettrait jusqu'à 600 000 sans-papiers de postuler à la citoyenneté. Cette manœuvre n'était pas vraiment étonnante puisque Miller veut qu'1,5 million de personnes viennent au Canada entre 2024 et 2026. Cela revient à 500 000 personnes chaque année. Ils doivent trouver comment atteindre ce chiffre. On n'a jamais demandé aux Canadiens s'ils voulaient 600 000 personnes avec des origines inconnues, des gens qui ont enfreint la loi en restant plus longtemps que leur visa, d'obtenir la citoyenneté. Comme dans tous les autres domaines, l'immigration est gérée par une minorité d'acteurs influents, comme Mark Miller. Les Canadiens s'en remettent à cette petite minorité de bonne volonté ou contre leur gré. S'en remettre contre son gré est un terme très précis, puisque la majorité des Canadiens sont déjà mécontents avec cette politique migratoire des fonds de tiroirs, qui fait penser à HOI4. 40% des Canadiens pensent qu'il y a trop de gens d'origine raciale extra-européenne au Canada, pendant que 30% croient que le The Great Replacement est un processus politique délibéré. 67% des Canadiens veulent moins d'immigration.
selon un sondage d'Abacus de novembre 2023. De plus, 75% pensent que la pression que ce niveau d'ethnocide va imposer sur les services sociaux, le logement et l'infrastructure réduira leur qualité de vie. Bien que l'opinion populaire soit opposée au nettoyage ethnique, toute la période de 2020 à 2024 a vu une marée humaine sans précédent noyer notre pays. Prenez note, les chiffres à l'écran ne comptent que des résidents permanents. La somme totale de personnes arrivant au Canada, y compris les résidents temporaires, a frôlé voire dépassé le million dans certaines de ces années. La population du Canada connaît l'une des croissances les plus rapides du monde, avec une augmentation de 3,2% en 2023. Cette croissance dépasse celle de l'Afghanistan, un pays qui connaît l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde, à 4,6 enfants par femme. En 2022, la population de l'Afghanistan a augmenté de 2,3% selon le CIA World Factbook. Seuls quelques pays africains, parmi eux l'Angola et le Bénin, connaissent un taux de croissance de la population plus élevé que celui du Canada. On ne nous a jamais consultés sur cette question, et encore plus, la population canadienne ignore généralement ces faits. Ce programme d'immigration vient du sommet et c'est l'un des exemples les plus flagrants de la classe dirigeante imposant leur volonté à tous les autres. Pourquoi s'arrêter au Canada? En Amérique, en France et en Australie, de récents sondages révèlent que leurs politiques d'immigration sont aussi largement impopulaires. Pourtant, dans chaque cas, dans chaque pays, la souveraineté populaire est tombée. Il faut que des millions souffrent. Le fait qu'il y a une classe qui effectue toutes les fonctions politiques, une classe dirigeante, c'est-à-dire dans les pays qui sont soi-disant soumis à la volonté populaire, a des conséquences sérieuses, puisque la classe dirigeante, ce qui peut être décrite comme une cabale de pédos, prend toutes les décisions importantes. Cela signifie que la racaille ne sera jamais souveraine. La volonté populaire peut être entièrement ou en partie contournée par les décideurs. Comment? Quoi? Il peut sembler faux de penser qu'une minuscule clique peut dominer des milliards. Cependant, la cabale est capable de continuer d'exister et me tourmenter personnellement car ils sont petits. Des personnes peuvent se coordonner et suivre une seule ligne d'action plus facilement parce qu'ils ne sont qu'un petit nombre. Inversement, il est plus difficile pour 1000 personnes de faire la même chose parce qu'elles sont nombreuses. Les groupes désorganisés sont sans défense contre les groupes organisés parce qu'on peut les démanteler un par un. Il y a peu de groupes formels qui s'opposent à l'ethnocide canadienne. Même si la majorité des Canadiens veulent mettre fin à l'aplatissage des QI de 500 000 personnes par an, cette majorité n'est pas organisée et est en désaccord. Le plus important point clivant est l'aversion forte d'être appelé toute forme de blanc. Les termes racistes et xénophobes sont d'énormes pierres lourdes que la classe dirigeante utilise pour écraser et pauveriser les citoyens inquiets. Le Parti populaire du Canada, qui est le seul groupe organisé me venant à l'esprit, a été régulièrement la victime de la grande pierre lourde de la cabale des pédos. Pourquoi le Parti populaire est devenu une cible pour le régime devrait être évident. Il vaut le méritoire d'immigration. Le PPC est un parti pour la masse ignorante et désorganisée. Même si Maxime Bernier veut drastiquement réduire l'immigration, je ne fais juste pas confiance en son parti à cause de sa croyance aveugle en la volonté du peuple. D'élite ou de minorité, le lobbying est à l'origine de cette crise d'immigration de masse. Le Conseil consultatif en matière de croissance économique a été fondé en 2016 par Bill Morneau, alors ministre des Finances. L'homme qui a présidé ce conseil était Dominic Burton, le PDG d'une multinationale active dans le secteur du conseil entre 2009 et 2018. Avez-vous déjà remarqué que les gens riches ont tendance à avoir tout le pouvoir politique? Dominic Burton est l'un de ces gens riches. Le Conseil a eu 13 recommandations. L'une consistait à augmenter l'immigration permanente à 450 000 par an. Avec un peu plus de 450 000 personnes venant au Canada depuis 2021, il est sûr de dire que l'avis du Conseil a été suivi. Dominic Burton n'a pas été mis à la tête du Conseil pour faire table rase, puisqu'il a fondé le groupe d'intérêt nommé l'Initiative du siècle en 2011. L'objectif de l'Initiative du siècle est d'augmenter la population du Canada
à 100 millions d'ici 2100. L'autre fondateur de l'initiative du siècle était Mark Weissman. Comme le destin fait toujours la lumière sur cette tribu, Weissman vient des tunnels. Weissman dort sur des matelas tachés dans le métro de New York. Weissman porte un petit chapeau et met les mains et le front sur un quelconque mur aléatoire en Palestine occupée. Comme ce n'était pas assez stéréotypé, Weissman a aussi des liens avec BlackRock et le FAM. Une chose à remarquer, c'est que le Conference Board of Canada, encore séparé du Conseil consultatif, a suggéré en 2016 que l'immigration devrait être augmentée à 407 000 d'ici 2030. Le Conseil consultatif en matière de croissance économique a cité ces rapports, mais j'y vois davantage une coïncidence que, comme certains l'ont suggéré, un moyen de rejeter la responsabilité sur l'initiative du siècle. Ce n'est rien d'autre qu'un fait anodin quand la quantité d'immigration suggérée par le Conseil consultatif est conforme aux chiffres que l'initiative du siècle a préconisés, c'est-à-dire que l'initiative du siècle est responsable pour l'augmentation massive de Canadiens de papier. Il y a souvent des hommes d'État qui ne sont souverains que sur le papier. L'exemple le plus évident, c'est que dans tout royaume chrétien contemporain, les premiers ministres sont responsables, tandis que le monarque ne se mêle pas dans le processus décisionnel. Ce qui n'est peut-être pas aussi évident, ce sont les cas où le président ou le premier ministre ne sont pas les personnes qui administrent. Dans les démocraties, ce n'est pas rare qu'une personne influente qui a assuré l'élection d'un politicien tienne plus de pouvoir que le politicien. Le politicien, Justin Trudeau, n'a jamais dirigé de manière significative. C'est Gerald Butts, une personne influente qui a assuré son élection, qui a dirigé pour lui pendant son premier mandat. Quand Gerald Butts fut limogé des suites de l'affaire SNC-Lavalin, le gouvernement de Trudeau fut brièvement sans tête. Depuis 2021, le gouvernement libéral a dépensé 117 millions de dollars sur un cabinet de conseil américain s'appelant McKinsey & Co. pour gouverner pour Trudeau. À titre comparatif, le gouvernement de Stephen Harper avait dépensé 2,2 millions sur ce cabinet de conseil. Rappelez-vous, le cofondateur de l'initiative du siècle, Dominic Barton, était à la tête de McKinsey & Co. Le nouveau majordome de Trudeau est Dominic Barton. Je suis la seule personne assez courageuse pour dire que l'Amérique dirige la politique domestique du Canada. La raison pour laquelle le gouvernement Trudeau a fait appel à sa cabinet de conseil américain est probablement due à l'incompétence. La classe dirigeante a souffert d'une sévère dégénération. Il est donc plus facile pour eux de payer une ferme américaine pour faire le travail à sa place. Pour les gauchias, leurs cerveaux sont lisses et penser leur est très difficile. Ne soyez pas trop critiques à leur égard. Je vais maintenant citer un article de Radio-Canada. Bien que je n'aime pas Radio-Canada, elle montre bien la pertinence de l'argument. L'influence de McKinsey sur les politiques d'immigration canadienne n'a cessé de grandir au cours des dernières années, sans que le public en ait conscience, selon deux sources d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Cet automne, Ottawa a dévoilé un plan historique avec l'objectif d'accueillir 500 000 nouveaux résidents permanents chaque année d'ici 2025 pour mettre l'accent sur la croissance économique. Une cible et des propos quasi similaires aux conclusions d'un rapport dévoilé en 2016 par un comité formé par le gouvernement fédéral. À l'époque, publiquement, ce plan ne faisait pas l'unanimité au gouvernement. Le ministre de l'Immigration, John McCallum, parlait d'un chiffre énorme. Rapidement cependant, et malgré les critiques en interne, on nous a dit que c'était le plan fondateur, assure l'une de nos sources. Plus tard dans cet article, McKinsey & Co. est décrit comme un gouvernement fantôme. Ça devrait être effrayant. Mais je suis un incel au sang-froid. Il était noté que Trudeau a ordonné une enquête sur McKinsey et a trouvé que peu de tort avait été fait. Mais c'est comme la mafia enquête la mafia et ne trouve aucun méfait. D'accord, je m'en fiche. En recherchant pour cette vidéo, j'avais deux importants sujets de recherche. Le premier était le livre de Gaëtan Mosca, La classe dirigeante, qui est à l'origine de la quasi-totalité de la théorie politique que j'explique ici. Et le deuxième était que l'initiative du
siècle était évidemment une minorité organisée qui imposait sa volonté sur Canada. Je devais donc y jeter un œil. J'ai cru à tort que l'initiative du siècle était entièrement une création canadienne. L'empire global américain influence tout. Aussi, en faisant des recherches, je ne m'attendais pas à ce que mes trouvailles correspondent si précisément et parfaitement avec les thèses de Mosca sur la classe dirigeante. Il n'a jamais été demandé à personne si l'initiative du siècle devrait être mise en œuvre. Les choses ont été faites selon ce plan quand même. C'est un point qui mérite d'être souligné, car aucune pression populaire ne fera reculer notre classe politique sur ce point. Et si on recule, ce ne sera pas un triomphe de la démocratie contre les élites, mais parce que c'est un projet intenable qui ébranle et met en péril leur pouvoir. Voici à quoi ressemble Toronto en ce moment. Les électeurs ne choisissent pas leurs représentants. Lorsqu'on regarde un scrutin, tous les noms inscrits sont soit présélectionnés par un parti ou soit ils ont fait quelques efforts pour avoir le privilège d'être là-dessus. Ce n'est pas du tout représentatif des intérêts de millions d'électeurs. Si on nous donne l'occasion de voter pour n'importe qui dans la population, les votes seraient éparpillés parmi des milliers de personnes. Sans de l'organisation et la limitation des candidats, ce serait impossible pour des millions d'arriver à la conclusion qu'on devrait s'unir autour d'une petite sélection de candidats et de partis. Pour que les votes soient un minimum effectif, chaque électeur est obligé de limiter son choix à un champ très étroit. Autrement dit, un choix parmi les 2 ou 3 personnes qui ont des chances de réussir. Et les seuls qui ont quelconque chance de réussir sont ceux dont les candidatures sont soutenues par des groupes, des comités, par des minorités organisées. Pour aller plus loin, ces politiciens font partie des rares personnes qui ont les qualités de dirigeants. Je cite. Dans les élections, comme dans toutes les autres manifestations de la vie sociale, ceux qui ont la volonté et surtout les moyens moraux, intellectuels et matériels d'imposer leur volonté aux autres prennent de l'avance sur les autres et les commandent. Si vous avez déjà regardé ma chaîne, je suis sûr que vous avez entendu qu'un politicien est élu par ses amis. Leurs amis sont souvent de riches lobbyistes qui peuvent se payer des hommes noirs pour faire le dog shaker. En utilisant leur argent infini, ils corrompent de manière compulsive chaque politicien afin de représenter les intérêts de la cabale de pédos en priorité des intérêts d'Européens. Ces riches lobbyistes disposent des ressources nécessaires pour contrôler et manipuler les réseaux sociaux qui, à leur tour, contrôlent la diffusion de l'information et donc la formation des opinions individuelles. D'autres candidats viables, c'est-à-dire ceux qui ont des chances raisonnables d'élus, sont aussi présélectionnés par la cabale et serviront à leurs intérêts si élus. Même dans l'interprétation la plus charitable, la démocratie représentative est tout simplement l'oligarchie élue. Ne souriez pas parce que nous avons eu la chance de détruire la démocratie une fois pour toutes. Pleurez parce que les puissances centrales ont échoué. Dominic Burton est le meilleur exemple de lobbying élite, comme il est le PDG d'un cabinet de conseil multinational, ce qui est la source de la tumeur du Canada. La tumeur d'immigration de masse peut être plus précis. En plus, l'initiative du siècle a des partenaires d'entreprises puissants, qui incluent grosso modo tout le secteur bancaire, comprenant CIBC, Banque Scotia, BMO et TD Bank. Parmi les 7 membres du comité de l'initiative du siècle, 4 ont des liens avec le secteur des entreprises. Je vous les affiche à l'écran si vous souhaitez savoir. Quand je dis les politiciens sont élus par leurs amis, vous voyez maintenant qui sont les amis de Justin Trudeau. Expliquer les économies des frais de logement et des emprunts immobiliers dépasse le cadre de cette vidéo. Dominion Review a republié un article qui explique comment les banques tirent profit de l'immigration de masse. Mais malheureusement, vous devez comprendre l'anglais pour le lire. Ici, je vais juste dire que le don indique que la politique officielle des banques canadiennes et le secteur financier en général est de soutenir l'ethnocide. Dans un rapport daté de 2023, toutes les banques canadiennes que j'ai listées précédemment ont été citées comme des donneuses à l'initiative du siècle. Combien ils ont donné, je ne sais pas. Ce n'est pas une information publique. En outre, l'initiative du siècle a influencé l'opinion publique en publiant des rapports, faisant des vidéos et créant des hashtags sur les réseaux sociaux. Et le monde universitaire adore l'ethnocide et le dog shaker, comme le groupe lobbyiste a fait l'objet des articles positifs par Terence Corcoran dans le Financial Post. 100 millions
millions de Canadiens, nous ne pouvons que l'espérer. Et Andrew Cohen, une immigration accrue bénéficie au Canada et les raisons ne sont pas seulement économiques. En 2017, Doug Saunders a publié un livre intitulé « Le Canada au maximum. Pourquoi 35 millions de Canadiens n'est pas suffisant ?» Et j'ai traduit le titre de l'anglais en français car il n'existe pas encore une traduction française. Dans cet état d'odeur, il fait écho au but de l'initiative du siècle d'augmenter la population du Canada à 100 millions. Et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous qui regardent, c'est la première fois que vous entendez parler de l'initiative du siècle et son influence dans le gouvernement et sur la société. Pendant les élections fédérales de 2019 et 2021, les libéraux n'ont pas fait campagne sur le plan de 100 millions. Personne ne fait jamais campagne sur l'immigration au mépris de sa popularité présumée au sein de la population canadienne. Ce silence assourdissant a toujours littéralement été le cas. Rappelez-vous que les autres candidats représentent aussi les intérêts des minorités. Dans le programme électoral de 2025 du Parti conservateur, la seule limitation qu'ils envisagent de mettre en œuvre est l'abolition du droit du sol. Voilà, c'est tout. C'est mot à mot ce que dit Pierre Poilievre sur le revenu de 105 000 personnes par an. En plus, le premier ministre maintenant décédé, Brian Mulroney, a soutenu l'initiative du siècle, ce qui n'est pas choquant puisque... Sur la montre de Brian Mulroney, le Canada a presque triplé le nombre d'immigrants venant chaque année, passant de moins de 90 000 personnes par an à plus de 250 000. Quand Pierre Poilievre se fait élire en 2025, je veux que vous vous rappelez chaque jour qu'il n'y a aucune solution démocratique à cela. Il n'y a aucune solution démocratique. Stop the deportations. Listen, we have a worker shortage in Canada. We have a demographic problem. Our population is too old. So, shame on Justin Trudeau for trying to deport these wonderful students. Stop the deportations. Keep the students here. Allow them to apply just like everyone else for permanent residency. The Conservatives will continue to Il n'est pas exagéré de dire que la politique d'immigration qu'on nous inflige est l'une des plus extrêmes dans l'histoire du monde, si ce n'est pas la plus extrême. Pourquoi la population générale n'y résiste pas? Il y a deux raisons. La première est que même si un sentiment contre l'immigration existe, les sentiments ne peuvent pas les faire partir. Je partirai pas! Toute bataille politique est un jeu d'élite contre élite. Comme le Kaiser Guillaume II a dit, nous essayons de convaincre nos adversaires avec l'arme de la vérité. Ainsi qu'avec d'autres armes, nous avons des armes politiques, mais il faut que quelqu'un s'en serve. Nous n'avons rien organisé pour nous opposer aux élites. Il n'y a donc aucune résistance. Mais deuxièmement, et surtout, il n'y a pas d'antagonisme entre l'État et la société. L'État fait partie de la société et on ne peut pas l'extraire de ce dernier. Certes, une cabale de pédos ruine le Canada, mais cette cabale remplit un rôle indispensable. Étant donné que personne d'autre, y compris ceux qui croient à Auslander House, n'est venu remplir ce rôle, rien ne va changer. Pour clarifier, ce rôle politique doit être rempli parce qu'une société sans État est un mensonge, voire même un mauvais mensonge. Contrairement à la croyance libérale classique, nous n'entrons pas dans la société. Nous, les humains, n'avons pas d'autre choix que de nous voir contraints à entrer dans la société parce que la socialisation et la coopération sont des réalités inextricables de notre existence. Partout où un grand nombre d'humains sont réunis, il y aura une société. Et parce que la gestion du pouvoir, autrement connue comme la politique, est une chose que les sociétés génèrent naturellement, toutes les sociétés formeront un État. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre l'État et la société. L'État accomplit la fonction politique qu'il faut à la société. Même si Toronto et Vancouver deviennent des taudis insupportablement hors de prix, remplis de sans-abri, la majorité des Canadiens croient toujours que la classe dirigeante est suffisamment fiable pour gouverner. La proposition d'un régime ultramonarchiste, nation-social et donc un vrai changement des élites est effrayante et troublante pour les Canadiens. Nous, les Canadiens, y compris moi-même, sommes prêts à tolérer une infinité d'Indiens pour le privilège d'être maltraités par une cabale de pédos. Autrement dit, j'espère qu'une pénurie de logements et de l'inflation excessive agiront en tant qu'un dispositif de voyage dans le temps, où l'effondrement de la démocratie se produit plus tôt que d'habitude. Est-ce que vous le saviez que les Canadiens sont
si pauvres que nous payons pour les abonnements à la salle avec des sous que nous ramassons au sol. Le problème n'est pas que le gouvernement existe, c'est qu'il est géré de la mauvaise manière pour les mauvaises raisons. Pour l'améliorer, il faut donc changer les gens qui assurent leurs fonctions politiques. Simplement par rapport à la fondation de n'importe quel État, il n'y a pas de différence entre les autocraties fondées sur la contrainte et la force et les démocraties fondées sur des associations volontaires et le commerce. Et c'est parce que tous les États sont à la fois volontaires et coercitifs. Volontaire parce que c'est notre nature de vouloir une société et donc un État, et coercitif parce qu'on ne peut pas vivre de toute autre manière. La seule chose qui peut définitivement réaliser le rêve de Ausländerhaus est un changement total de régime. Des évolutions récentes en Grande-Bretagne et en Allemagne indiquent que les deux se dirigent vers les restrictions d'immigration. Mais ne soyez pas surpris si ce n'est qu'une manœuvre pour l'endiguement et rien ne change réellement. Les démocraties avec les constitutions ont tendance à universaliser et embrouiller les ethnies qu'elles gouvernent. Tout pays qui a été une démocratie pendant assez longtemps qualifie la citoyenneté par la croyance dans les doctrines de l'égalité et de la liberté. C'est pour ça que n'importe quel gauchias qui peut regarder cette vidéo m'appellera anti-canadien. Pour eux, être canadien n'est pas racial, c'est un ensemble de croyances que n'importe qui peut choisir d'y croire à tout moment. Presque toute l'élite du Canada est pour l'immigration de masse. Les chefs de différents partis sont d'accord, les institutions académiques et les think tanks sont sur la même longueur d'onde. Il y a des lobbyistes influents qui travaillent jour et nuit pour faire avancer leurs programmes immigrationnistes et les élites mènent des combats d'arrière-garde contre ceux qui s'opposent à leur politique. Vous pourriez demander, peut-on l'arrêter? Peut-on inverser la tendance? Le Canada peut-il vraiment changer son genre en Brésil? Il ne faut pas être stressé par ces questions. Je dirais la même chose que j'ai toujours dit. 1. Allez sur Google. 2. Téléchargez 5000 volumes d'histoire ancienne indo-européenne écrites par des païens ethno-traditionnalistes occidentaux. Si Google vous demande ce que vous faites, dites simplement que vous êtes en train de devenir un schizophrène érudit spécialiste des traditions. 3. Avec votre tout nouveau savoir, sortez avec une femme païenne, célibataire, extrémiste et asociale. C'est à quoi Guillaume II fait référence quand il dit « ainsi qu'avec d'autres armes ». Cette vidéo peut paraître démoralisante. Si vous la percevez ainsi, alors c'est votre problème. Je n'explique que ce qui arrive au Canada. Contre toutes les affirmations des croyants en la démocratie, la minorité organisée tient toujours la majorité désorganisée sous son emprise.